Ouais, alors peut-être je m'exprime mal, c'est pour ça que je ne pas trop. En vérité, l'ordre du monde, elle est toujours vers la simplification. Ah ouais, non mais c'est où que vous pas aussi. Oui, mais... Ouais, attendez. Vous avez changé de place pendant un moment. Non, je suis juste partie discuter dans la chacun. Alors, l'ordre du monde, il est où? Vers la simplification. En d'autres termes, tous les gens qui ont réussi à simplifier de manière très forte quelque chose qui a été très compliqué, c'est eux qui ont pris, entre guillemets, toutes les parts du marché. C'est la règle. D'accord ou pas? Pourquoi vous plissez les yeux comme ça? Non, je fais les yeux parce que je trouve, alors c'est un sentiment tel personnel, je trouve que le monde va vers la complexité. Ouais. Tout se complique. Ah non mais c'est devenu très... Plus ça va, plus ça avance, plus tout se complique, mais terriblement. Alors mais peut-être que ce que vous êtes en train de dire... En tout cas, celui qui réussit, c'est celui qui arrive à simplifier les choses. Oui, c'est ça. Je veux dire, non, ce que je suis en train de me dire, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que celui qui essaye de simplifier dans ce méandre de complexité va y arriver. C'est lui, pas seulement il va arriver, c'est lui qui prend les parts de marché. Oui, c'est ça. Mais par contre, je trouve que le monde, plus il avance, mais tous les ans, et ça fait depuis le XXe siècle déjà, ça va de plus en plus vite et ça se complexifie, mais tous les jours de plus en plus, ça devient terrible. 100% d'accord. Et celui qui arrive à simplifier, c'est celui qui rafle tout. Parce que maintenant, en gros, avant de faire marcher une machine à laver, il faut mettre 3 quarts d'heure. La première fois qu'on la reçoit. Ah bon? Non, moi, c'est une fois qu'on m'a déjà expliqué. Alors, donc... Ou un téléphone, quoi, ou un nouveau téléphone, ou quoi. Alors maintenant, concernant les téléphones... Ou un ordinateur... Concernant les téléphones... On a inventé un téléphone qui téléphone, parce que le téléphone, ça ne sert plus à ça, on l'a bien compris. Je suis d'accord, mais concernant les téléphones, qui est celui qui a raflé pendant des années les plus grosses parts de marché? Apple. Pourquoi? Quelque chose qui était compliqué, il a simplifié. On est d'accord? Donc en final, en vérité, toute la force de tous les scientifiques, pour l'instant on ne va pas parler de juifs, scientifiques, la force, elle est lorsqu'on simplifie la chose. Et on amène la chose de manière la plus simple possible à la portée du particulier. On est d'accord? Maintenant, juste comme ça, pour une question. Ça veut dire quoi simplifier quelque chose? Vous connaissez la phrase de M. Leonardo da Vinci? Vous connaissez la phrase? La simplicité est la sophistication suprême. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire que plus tu arrives à faire quelque chose de simple, maintenant quelque chose qui à la base était compliqué, plus tu arrives à le simplifier, plus ça veut dire que tu as travaillé de manière très approfondie tout ce qui était en amont. La simplicité est la sophistication suprême. Alors que lorsque maintenant j'ai envie de donner un ordre à quelqu'un qui travaille avec moi, mais j'ai pas envie de me casser la tête, qu'est-ce qu'il fait? Je lui sors l'ordre tel que je l'ai dans ma tête. Au final, le mec, il va rien comprendre. Quand il va me faire le truc, il va faire le truc exactement pas comme je voulais. Mais je l'ai marqué. Oui, mais au début, tu as dit comme ça, mais à la fin, tu as dit comme ça. Et à la fin, tu as dit comme ça. Quelle est la force? La force, elle est lorsque maintenant, avant de donner l'ordre, je l'ai travaillé, jusqu'à qu'à un moment, je lui donnais que 3 lignes. Tac, 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 tac. Une fois que j'ai simplifié la chose, c'est sûr que, d'abord, c'est sûr et certain que je vais obtenir ce que j'ai demandé. Et surtout que l'autre, au final, il va comprendre bien comme je voulais. Pour pouvoir qu'il comprenne comme je voulais, il y avait besoin que je travaille plus difficilement ma demande, que je communique mieux, que je travaille mieux. On est d'accord ou pas? Vous voulez que je la garde? Donnez-la moi, elle va faire un petit... Alors maintenant, clair ou pas? Donc au final, comment on appelle ça? Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait ça avec plusieurs enfants, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le principe? C'est la simplicité et la sophistication suprême. C'est quoi le pshat? C'est qu'en vérité, plus maintenant la chose, j'ai réussi à la simplifier, plus ça veut dire que je suis parti très loin dans les profondeurs de la chose. Clair? Très bien. Alors maintenant, si ça c'est avec la science, donc qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire, tous nos rabbanim, depuis le début de la création, depuis le début de la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire les rabbanim? Ils ont cherché à faire en sorte
que le maximum de Torah, qui est très compliqué à la base, qui est compliqué, qui est dur, et comme on avait vu dans les plusieurs cours différents, qu'en vérité il y avait beaucoup de marloquettes, beaucoup de différences entre eux. Beaucoup de différences entre les rabbanim, entre Tel Aviv et Tel Aviv. Et bien au final, qu'est-ce qui va se passer? Et bien en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbanim? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait les grands rabbanim? Ceux en tout cas, ceux que leur nom est encore inscrit jusqu'à aujourd'hui et qui sont connus de tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Et bien ils ont réussi à simplifier et à amener la Torah au plus grand nombre. Mais pas en sacrifiant une partie de la Torah, en ne sacrifiant rien, mais en amenant le maximum de choses. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Alors maintenant le Rambam, le Mishneh Torah, a été celui qui par excellence alors maintenant qu'est-ce qu'il nous a dit le Rambam, le Mishneh Torah, Rabbeinu, le Maïmonide. Quelle est la particularité du Maïmonide? Le Rambam il a écrit 14, il a écrit plusieurs livres. Un des livres là c'est grave. Alors un des livres, que le livre par excellence du Rambam a été le Mishneh Torah. C'est quoi le Mishneh Torah? La traduction du Mishneh Torah, c'est répétition de la Torah ou révision de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Il a pris toute la Gemara, toute la Mishnah, toutes les lois qui étaient écrites auparavant avant lui, toutes les choses qui ont été écrites par les rabbanim, par les tzadikim, et il a pris... En marchant, en général ça marche. Alors maintenant, et comme ça vous pouvez écouter le cours. Donc tout ce qu'ils ont écrit les rabbanim, il est venu, il a pris et il a tout simplifié. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a simplifié? Il a pris le Mishneh Torah, donc son livre qu'il a fait, et il a fait en sorte que lorsque quelqu'un il étudie le Rambam, le Maïmonide, vous l'avez sur le site du betlubavitch.fr, vous l'avez tout en français, vous verrez qu'en fin de compte, il a repris tout ce que la Torah a enseigné dans la Gemara, et vous l'a réexpliqué de manière simple. N'importe quelle personne qui connaît rien à la Torah, il peut devenir un grand Talmid Chacham à travers le Rambam. Pourquoi? Alors pour ceux qui s'y connaissent, ils savent tricher un peu. Donc pour celui qui veut tricher un peu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a un sujet difficile dans la Gemara, il sait très bien qu'il va dans le Rambam. En général, les premiers chapitres, le Rambam explique un sujet très très compliqué, explique le sujet, et à la fin on maîtrise totalement le sujet. Donc ça a été la force du Rambam, et c'est pour cela que les Chachamim disent Mi Moshe ad Moshe, lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à, comme ça il y a marqué sur la sépulture du Rambam, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe, Rabbi Moshe ben Maimon, ça c'était le Maïmonide, jusqu'à Moshe, il n'y a pas eu un autre comme Moshe. C'est quoi le sens ici? C'est qu'en vérité, autant que quand la Torah du Moshe Rabbeinu nous l'a donnée, c'était clair, extrêmement clair. De la même manière, lorsque le Rambam nous a légué le livre Mishneh Torah, il a tout synthétisé la Torah, il a tout expliqué la Torah, il a tout rendu la Torah simple d'utilisation. Alors maintenant, ça, il va le dire tout de suite dans les mots, quel a été son travail qui a été fait. Alors maintenant, en vérité, vous allez prendre, normalement, vous avez à gauche, vous avez deux colonnes. Deux colonnes. On va reprendre, vous expliquer un peu auparavant, on va reprendre 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12e ligne. Vous avez deux colonnes ici, la colonne de droite, la 12e ligne est en partant du bas. On avait expliqué longuement. Aval bishar mekomot, vous avez? Aval bishar mekomot, vechen beshinar. Mais par contre, j'ai expliqué déjà un peu à l'oral, par contre dans tous les endroits, et même de la même manière à l'époque en Babylone, Bimé à Géonim, à l'époque des Géonim, c'était ceux qui étaient juste après, quelques temps après la Gemara. Ein adam makirota alashon achelam dimota. Le problème il est que, vous savez que le premier Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch que tout le monde connaît, c'est le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. On est d'accord ou pas? Oui. Mais en vérité, le Rabbi Yosef Karo n'est pas le premier Shulchan Aruch. Quel a été le premier Shulchan Aruch officiel? La Mishnah. La Mishnah a été le premier Shulchan Aruch officiel, parce que c'est quoi un Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, traduction. Shulchan, table, Aruch, posé. C'est quoi le sens d'une table posée? C'est qu'en fin de compte, une personne, j'ai envie de savoir comment je dois faire Netilat Yadayim le matin. Eh bien, j'ouvre le livre et je suis censé regarder. Si maintenant, pour savoir comment je dois faire Netilat Yadayim le matin, je dois m'arracher les cheveux, donc au final, la personne qui veut faire Netilat Yadayim, il va passer 1 an à étudier le sujet, et seulement après faire Netilat Yadayim, qu'est-ce qu'il fait entre temps?
Okay? De la même manière, lorsque quelqu'un a envie de faire la mitzvah, je sais pas moi, la mitzvah de tzedaka, de maaser, la mitzvah d'aller étudier la Torah, la mitzvah d'aller à la shul, la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, si maintenant, chaque chose que tu dois faire, tu transpires, et donc pour apprendre, qu'est-ce qui va se passer? Au final, personne ne va rien faire. C'est quoi le sens Shulchan Aruch? C'est qu'en réalité, toutes les mitzvot, elles ont été compilées, elles ont été travaillées, elles ont été synthétisées pour que lorsque tu ouvres le livre, tu sais ce qu'il faut faire. Un mode d'emploi. Hein? Mode d'emploi, mais surtout un mode d'emploi, pas comme les modes d'emploi de certains, comme les modes d'emploi d'IKEA. C'est bien, c'est avec des images. Tu comprends tout de suite. C'est un mode d'emploi simplifié, un mode d'emploi où tu viens, tu prends la page A, tu sais ce que tu as appris dans la page A, la page B, la page B, C, etc., etc. Ça, c'est le but du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est une table, Aruch, bien posée. Lorsque maintenant je suis à table, je veux prendre les salades, je prends de la salade, je veux prendre le sel il est posé, je veux prendre l'eau elle est posée, je sais ce que je veux faire. Ça a été le Shulchan Aruch. Maintenant, le terme Shulchan Aruch, c'est vrai que la première fois qu'on a utilisé le terme Shulchan Aruch, c'est avec Rabbi Yosef Karo. Okay? Mais en vérité, le premier principe, dans le premier concept Shulchan Aruch, ça a été de l'époque de la Mishnah avec Rabbi Yehuda Hanassi. Que Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu que c'était trop compliqué, la Torah elle était devenue trop compliquée pour qu'un Talmid Chacham puisse devenir un Talmid Chacham, pour que quelqu'un puisse étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout synthétisé, il l'a mis dans la Mishnah. Ensuite, après la Mishnah, ça a été encore une fois dézippé, encore une fois l'enseignement des Chachamim de l'époque, il était tellement large qu'en fin de compte, on s'y perdait. Lorsque quelqu'un voulait étudier la Torah, eh ben, il n'arrivait pas à trouver la réponse à ces questions. Il n'arrivait pas à trouver comment faire les choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est trop compliqué. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque de la Gemara? Eh ben, ils ont refait ce que Rabbi Yehuda Hanassi il a fait. Ils ont réécrit tout l'enseignement. Ça, c'est ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. On a réécrit tout ce qui avait été enseigné à l'époque. On l'a resynthétisé. Mais aujourd'hui, quelqu'un il veut étudier une halakha. Il veut savoir comment, je ne sais pas moi, il veut savoir une halakha dans Shabbat. S'il va aller chercher dans la Gemara pour savoir la halakha dans Shabbat, il va encore une fois s'arracher les cheveux avant de pouvoir vraiment comprendre ce que la Torah elle veut. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il y a des machloket, il y a des sujets. Alors celui qui connaît la Gemara, celui qui connaît par cœur, il va connaître. Mais pour connaître par cœur la Gemara, c'est déjà il faut se lever tôt le matin. On est d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à l'époque, juste après la clôture de la Gemara, on a eu plusieurs grandes tzadikim. Alors il y avait ce qu'on appelle Rabbanan Tzvuraï, après on avait l'époque des Géonim, après on avait plusieurs grandes époques où chacun de ces grands rabbanim, de ces grands tzadikim-là, il a essayé de répondre aux questions des fidèles, aux questions de... Et donc chacun il a fait un petit Shulchan Aruch. Mais en vérité, le Rav de Gibraltar, il n'avait pas donné la même halakha que le Rav de Paris. Le Rav de Paris, il n'a pas donné la même halakha que le Rav de Madrid. Le Rav de Madrid, il n'a pas expliqué la Gemara exactement comme l'autre. Et donc au final, il y a eu beaucoup de machloket. Alors regardez. Et en plus, l'étude de la Gemara en elle-même, elle est très compliquée. Pourquoi l'étude de la Gemara en elle-même, elle est très compliquée? Déjà, c'est en araméen. Parler couramment l'araméen, non? Tous les matins. Voilà, tous les matins, juste avant le jogging, on vient, on parle l'araméen couramment. Et bien au final, il n'y a personne qui connaît l'araméen. Et nous, à la yeshiva, on a besoin de se casser la tête jusqu'à qu'on va comprendre chaque mot. Déjà, l'hébreu, c'est l'hébreu pour nous. Et en plus de cela, on a besoin, tu dois apprendre encore une autre langue. Ensuite, le texte, la manière comment le texte de la Gemara il est composé, il est encore compliqué, etc. etc. Alors regardez, maintenant on reprend. Et donc lorsque maintenant quelqu'un il veut apprendre les halachot à partir de la Gemara, mais déjà avant de comprendre comment synthétiser une halakha à partir de la Gemara, déjà il faut que tu connaisses le langage. Mais le langage lui-même, tu ne peux pas le connaître parce que c'est une langue morte entre guillemets. Et donc au final, on avait beaucoup de questions qui arrivaient vers les Géonim, vers les Tzadikim, et tout, etc., pour qu'ils répondent. Bon, Rabbi, j'ai un problème dans Shabbat. La personne qui travaille chez moi à la maison, elle allumait le four Shabbat. Est-ce que c'est kasher, c'est pas kasher? Question. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Rav à qui on a posé la question, il vient, il écrit un responsable. Il dit voilà, à partir de tel endroit dans la Gemara, à partir de tel endroit dans la Sifra, dans le Sifri, dans la chose, et bien a priori, c'est kasher ou c'est pas kasher? On est d'accord? Donc lui, quand il explique, c'est pour simplifier. Mais au final, comme lui c'est un tzaddik, on va prendre en compte son avis. Mais l'autre Rav, il a dit le contraire. Il a dit que c'est pas kasher. Et donc maintenant, je fais d'après qui? Et donc au final, plus le temps passe, plus la Torah, elle devient une difficile d'accès. Ok?
Et donc chaque personne de la Bible, il allait poser la question à son gaon, à son rab, pour leur expliquer des sujets compliqués dans la Gemara. Donc lorsque maintenant c'était compliqué, quel celui qui connaît un peu la Gemara, il sait que sur les côtés il y a des commentaires. Vous avez Rashi qui explique, vous avez Tosfot qui explique. Mais tout cela c'est quoi? C'est des gens qui ont voulu expliquer la Gemara parce que la Gemara elle était compliquée. Et donc ils vont expliquer le sujet d'après leur connaissance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font tous les élèves? Ils viennent, ils récupèrent tous les réponses de leur rab, et après ils les compilent en tant que livre. Et après tous les rabbanim, ils ont voulu essayer de simplifier la Torah, donc ils ont voulu expliquer des sujets dans la Gemara. Même chez Piresh Alachot Ichidot, il y en a qui ont expliqué que les lois de Assour et de Moutar, les lois de Kashrut, il y en a qui vont expliquer que les lois de Shabbat, il y en a qui vont expliquer que les lois d'autre chose. Ou même chez Piresh Parakim, il y en a qui vont expliquer seulement certains chapitres, pas tout. Et donc au final, ça devient un labyrinthe. Ou même chez Piresh Masertot Esdarim, il y en a qui vont expliquer une plus grande partie. Et chaque rab va donner son avis. Maintenant, chaque rab, il a l'obligation de donner son avis, comme on avait parlé tout à l'heure de la shlichut. Si maintenant un rab, il sait qu'il a les moyens d'aider, en tout cas sa communauté, dans la compréhension de la Torah, il a l'obligation, c'est son travail. Comme on avait expliqué. On a expliqué tout au début qu'on a appris cela, on a expliqué à plusieurs reprises, le job, la shlichut number one des rabbanim, c'est quoi? La shlichut number one des rabbanim, c'est de faire en sorte que les gens qui sont sous eux, ils connaissent la Torah. C'est leur shlichut number one. Parce que Dieu préserve si maintenant il y a une génération qui saute. C'est pour ça qu'on avait expliqué qu'à l'époque, Yehoshua bin Nun, il a failli se faire tuer. Pourquoi? Par un ange. Parce que pendant qu'ils étaient en pleine guerre, ils n'ont pas assez étudié la Torah. Et on est en pleine guerre. Il fait pourquoi tu veux me tuer? Parce que comme c'était juste après Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, la Torah elle était encore fraîche. La Torah elle était bien que Moshe Rabbeinu il a travaillé pendant 38 ans à enseigner la Torah. Mais Tachles elle est fraîche, c'est frêle. On vient juste de la recevoir. Donc si Yehoshua, son job à lui en tant que dirigeant du peuple juif, c'est que la Torah le survive. Mais pourquoi la Torah te survive? Il faut que tu n'arrêtes pas de l'enseigner. Et donc il a failli se faire tuer. Pour deux raisons. Première raison, parce qu'ils avaient arrêté de faire les sacrifices au Beth Amikdash à cause de la guerre. Deuxième raison, parce qu'ils n'avaient pas étudié la Torah. Alors bien, la Gemara demande, lui, Yoshua, il demande, mais sur lequel tu veux me tuer, Mamash? À cause des sacrifices ou à cause de l'étude de la Torah? Elle dit, en vérité, je viens parce que tu n'as pas enseigné la Torah. Donc de là, la Gemara, elle en déduit que enseigner la Torah et transmettre, c'est encore plus important que les sacrifices au Beth Amikdash. Parce que si Dieu préserve, on a une génération qui saute sans Torah, on est fichu. Okay? Donc en fin de compte, chaque rave, son job premier, c'est de transmettre. Donc chaque rave, s'il sait écrire, il va écrire pour transmettre les informations. Ok? Donc chacun il va donner son avis sur tel halakha, donc dans des situations qui sont propres à eux. Quand il y avait des situations, Dieu préserve, où il y avait des pogroms, donc il y avait des questions halakhiques très importantes. Est-ce qu'un juif il peut sortir et dire, quand quelqu'un vient le menacer, est-ce qu'il a le droit de dire non, je ne suis pas juif? Donc c'est une question d'halakha qui a été vraiment travaillée. D'un côté, on n'a pas le droit de dire je ne suis pas juif. De l'autre côté, Pikuach Nefesh. Mais la question, elle est dans quelle partie de la Torah ça rentre? Est-ce que ça rentre dans le parti Pikuach Nefesh, c'est-à-dire que je suis en danger de mort, ou bien dans le parti où ils essayent de déraciner, par exemple, le judaïsme? Il y a une règle que si maintenant des goïms essayent de déraciner le judaïsme, même sur un Netilat Yadayim du matin, on doit être prêt à mourir. Donc au final, cette question-là, dans certains pays, c'est ça le problème principal. Dans d'autres pays, le problème principal va être autre chose, etc. etc. Donc chaque rave, selon l'endroit géographique, politique, etc., il va devoir donner son avis sur certains halachot. Pour tout celui qui n'arrive pas à étudier la Gemara, il puisse apprendre.